La lettre de refus me dévisageait depuis l'écran de mon ordinateur. Une autre revue littéraire qui me disait merci, mais non merci. Je soupirais, balayant du regard mon appartement exigu du centre-ville de Chattanooga, où les factures impayées éparpillées sur ma table basse me rappelaient constamment ma vie précaire d'écrivaine. L'horloge affichait 19h42, juste assez de temps pour me rendre à cet atelier d'écriture exclusif auquel j'avais réussi, par miracle, à m'inscrire. Encore en retard, Eleanor, ricana Sarah de la compta alors que je passais en trombe devant son bureau, rassemblant mes affaires après une autre longue journée en tant qu'assistante de direction chez Robinson Publishing. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Travailler dans une maison d'édition tout en étant incapable de me faire publier. L'atelier se tenait dans un vieux manoir victorien reconverti en centre d'art, dont le parquet grinçait sous mes pas pressés. Je me suis glissée dans la pièce au moment où l'animatrice se présentait, et elle était là. Nina Robinson, la fille du PDG de mon entreprise, bien que je ne l'ai jamais vue en personne. Elle captivait l'attention sans effort, ses cheveux blonds accrochant la lumière chaude des lampes. L'écriture n'est pas une question de perfection, disait-elle, ses yeux bleus balayant la salle. C'est une question de vérité. Son regard croisa le mien et quelque chose bascula dans l'air entre nous. Pendant la séance de critique, Nina décortiqua mon histoire avec une précision chirurgicale, mais il y avait dans sa voix, non pas de la cruauté, mais un intérêt sincère. Votre protagoniste se cache, dit-elle en se penchant en avant, tout comme vous vous cachez derrière des métaphores trop prudentes. Je ne me cache pas, protestai-je, mais ma voix vacilla. Les autres participants suivaient notre échange comme un match de tennis. Après le cours, elle me rattrapa sur le parking. Eleanor White, c'est bien ça? Vous travaillez pour l'entreprise de mon père? Dans sa bouche, mon nom devenait poésie. Votre écriture, Nig Si, votre écriture a du potentiel, brut mais honnête. Merci, je crois, réussis-je à articuler, essayant de ne pas fixer la façon dont son pull en cachemire épousait ses formes. Un café? Demanda-t-elle. J'adorerais discuter de votre histoire plus en détail. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans un coin tranquille du Rembrandt's Coffee House à 22h, à regarder Nina Robinson parler avec passion du développement des personnages et des arcs narratifs. Elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Nulle trace de l'arrogance d'une héritière. Juste une passion authentique pour la littérature et une intensité qui me donnait des frissons. Pourquoi écrivez-vous? Demanda-t-elle soudain en remuant son thé. Parce que je ne peux pas ne pas écrire, répondis-je sans réfléchir. C'est comme respirer. Elle sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. C'est la chose la plus honnête que vous ayez dite de toute la soirée. Alors que nous marchions vers nos voitures, nos épaules se frôlèrent. Le contact fut bref mais électrique. Même heure la semaine prochaine? Demanda-t-elle. Je hochai la tête, sachant déjà que cet atelier allait changer ma vie d'une manière que je ne pouvais imaginer. Cette nuit-là, je réécrivis toute mon histoire, portée par le café et le souvenir de ses yeux bleus qui semblaient lire en moi. Pour la première fois depuis des mois, les mots coulaient libox les libres démons, remplissant page après page d'une émotion brute et sincère. J'ai écrit jusqu'à l'aube, et quand je suis finalement tombée dans mon lit, j'ai rêvé de cheveux blonds, de critiques littéraires et de la possibilité que peut-être j'avais enfin trouvé quelqu'un qui comprenait à la fois mes mots et mes silences. L'enveloppe est arrivée un mardi, arborant le prestigieux en tête de l'Université de Columbia. Mes mains tremblaient en lisant les mots. Bourse complète pour leur master en écriture créative. C'était tout ce dont j'avais rêvé jusqu'à ce que j'atteigne la section des conditions. La Fondation littéraire Morrison exige que ses boursiers incarnent les valeurs familiales traditionnelles. Lus-je à voix haute dans mon appartement vide, ma voix s'éteignant à chaque mot. La bourse, d'une valeur de plus de 100 000 dollars, venait avec des contreparties, le mariage étant la plus importante. Ce soir-là, à l'atelier, je n'arrivais pas à me concentrer. Nina le remarqua immédiatement, me prenant à part pendant la pause. On dirait que vous avez vu un fantôme, dit-elle, m'entraînant dans un coin tranquille du jardin du manoir victorien. J'ai eu la bourse Morrison, murmurai-je, regardant son visage s'illuminer avant de continuer. Mais il y a un hic, ils veulent que leurs boursiers soient mariés de façon conventionnelle. L'expression de Nina passa par plusieurs émotions avant de se fixer sur quelque chose d'illisible. Maudites soient ces vieux conservateurs pleins aux as.
marmonna-t-elle en arpentant l'allée du jardin. Attendez, j'ai peut-être une solution. Elle me parla de James, son ami d'enfance qui avait besoin d'une carte verte. L'idée d'un mariage de convenance me retourna l'estomac, mais l'enthousiasme de Nina était contagieux. C'est parfait, insista-t-elle. James obtient sa citoyenneté, vous obtenez votre bourse, tout le monde y gagne. Plus tard dans la semaine, Nina m'invita dans son loft du centre-ville pour discuter des détails. L'endroit était à son image, élégant mais confortable, avec des bibliothèques allant du sol au plafond et de grandes fenêtres surplombant le fleuve Tennessee. Pourquoi m'aidez-vous demandai-je alors qu'elle me tendait un verre de vin. Elle marqua une pause, réfléchissant. Parce que le talent ne devrait pas être gâché à cause de conventions sociales dépassées. Ses doigts effleurèrent les miens en me passant le verre, et cette étincelle familière jaillit entre nous. Nous avons passé des heures à revoir la dernière version de mon histoire, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont la lumière des lampes découpait son profil, à la façon dont ses lèvres bougeaient lorsqu'elle lisait certains passages à voix haute. Le vin rendait tout plus doux et notre discussion littéraire habituelle évolua vers quelque chose de plus personnel. Vos personnages tombent toujours amoureux de personnes qu'ils ne sont pas censés désirer, observa Nina, sa voix basse et intime dans la pénombre. Parfois, on ne choisit pas qui nous attire, répondis-je, mon cœur battant la chamade alors qu'elle se rapprochait pour critiquer un paragraphe particulier. La séance d'atelier suivante fut une torture. Chaque fois que Nina parlait, je me souvenais de notre proximité ou sur son canapé, de son parfum qui avait flotté dans l'air entre nous. James était présent en tant qu'invité, jouant son rôle à la perfection, le fiancé attentif s'intéressant au passe-temps de sa future femme. Tu es un acteur né, murmura Nina pendant la pause en regardant James charmer les autres participants. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tension que je ne parvenais pas à identifier. Cette nuit-là, j'ai rêvé de fins alternatives. Des fins où je n'avais pas besoin de James, où la bourse n'avait pas d'importance, où les yeux bleus de Nina contenaient plus qu'une simple préoccupation amicale. Je me suis réveillée avec un texto d'elle. Retrouve-moi à la bibliothèque, il faut qu'on discute de ton histoire. Le message semblait assez innocent, mais mes mains tremblaient en m'habillant. Quelque chose changeait entre nous, quelque chose qui rendait l'idée de mon faux mariage de plus en plus lourde. En conduisant pour la retrouver, je me suis demandé si la poursuite de mes rêves valait cette douleur grandissante dans ma poitrine chaque fois que Nina me regardait avec ses yeux si perspicaces. Le soleil du matin peignait Chattanooga dans des teintes de possible, et je me surpris à espérer qu'il y avait peut-être un moyen de tout avoir, la bourse, mon écriture, et cette chose avec Nina qui faisait s'emballer mon cœur et couler mes mots comme jamais auparavant. La rencontre à la bibliothèque avec Nina se transforma en une séance de stratégie de 3 heures. James était assis en face de nous, sa précision d'architecte évidente dans la manière dont il esquissait notre plan. La cérémonie doit être simple, dit-il, dessinant un calendrier sur son bloc-notes. Juste assez de témoins pour que ce soit crédible. Nina m'observa tout au long de la discussion, son expression indéchiffrable. Quand James s'écarta pour prendre un appel, elle se pencha plus près. Tu es sûre de ça, Eleanor? Une fois que c'est lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'étais plus sûre de rien, surtout avec elle, si proche, son parfum m'empêchant de réfléchir clairement. J'ai besoin de cette bourse, murmurai-je, plus pour me convaincre moi-même qu'elle. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs de mariage et d'ateliers d'écriture. James jouait son rôle à la perfection, mais c'est Nina qui m'aida à choisir une simple robe blanche, ses doigts s'attardant sur mon épaule alors qu'elle ajustait le tissu. Tu es... commença-t-elle, puis s'arrêta, nos regards se croisant dans le miroir de la boutique. L'atelier de ce soir-là fut différent. La pluie martelait les fenêtres du manoir victorien, tandis que Nina critiquait mon dernier texte. Votre protagoniste lutte avec l'authenticité, dit-elle, sa voix douce. Elle vit un mensonge pour poursuivre ses rêves, mais à quel prix? Les autres participants étaient partis plus tôt à cause de la tempête, nous laissant seuls dans la pièce faiblement éclairée. Un éclair illumina le visage de Nina alors qu'elle se rapprochait pour me montrer un passage. Parfois, murmura-t-elle, les rêves que nous pensons vouloir ne sont pas ceux dont nous avons besoin. Sa main effleura la mienne alors qu'elle tournait la page et aucune de nous ne la retira. Le tonnerre gronda et soudain le courant sauta. Dans l'obscurité, je sentis le souffle de Nina se couper.
Nous étions assez proches pour que je sente la chaleur qui émanait de son corps. Puis ses lèvres trouvèrent les miennes, douces et incertaines au début, puis avec une intensité croissante. La réalité nous frappa lorsque les lumières vacillèrent et revinrent. Nous nous séparâmes brusquement, toutes deux essoufflées. Je n'aurais pas dû, commença Nina, mais ses yeux disaient autre chose. Je suis fiancée, lui rappelai-je, le mot ayant un goût amer dans ma bouche. À un homme qui est amoureux de son petit ami à Barcelone, rétorqua-t-elle en passant une main dans ses cheveux. Il ne s'agit plus seulement de la bourse, Éléanore. Les préparatifs du mariage continuèrent malgré la tension croissante entre nous. James était compréhensif, presque amusé. Vous deux, vous n'êtes pas exactement subtils, commenta-t-il lors d'une de nos séances de planification. Nina te regarde de la même façon que je regarde les photos d'Antonio. Mais ce n'était pas si simple. La Fondation Morrison avait déjà commencé à virer les fonds pour mon premier semestre. Le contrat était signé. Mais mes rêves étaient enfin à portée de main, même s'ils semblaient de plus en plus creux. Nina commença à garder ses distances pendant les ateliers, ses critiques devenant professionnellement froides. Mais parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas, je la surprenais à m'observer avec une telle nostalgie que j'en avais le souffle coupé. La veille de R&D, de la répétition de mon mariage, elle débarqua à mon appartement. Ses cheveux étaient humides de pluie, ses yeux intenses. Ne les pousse pas, dit-elle sans préambule. Nina, on en a déjà parlé, ce n'est pas réel. C'est exactement ça, le problème, dit-elle en se rapprochant. Parce que ça, c'est réel. Elle m'embrassa à nouveau, et cette fois, il n'y avait pas de tonnerre à blâmer, pas d'obscurité pour se cacher, juste nous et tous les sentiments compliqués autour desquels nous dansions. Quand elle est partie, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit jusqu'à l'aube, déversant tous les mots que je ne pouvais pas dire à voix haute. L'histoire qui en émergea était brute, honnête, tout ce que Nina m'avait poussé à écrire. Elle parlait de choix et de conséquences, du prix des rêves et du coup de nier son cœur. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la répétition, mon téléphone vibra. Un texto de Nina. Quoi que tu décides, tes mots comptent plus que n'importe quelle bourse. Je fixai le message pendant un long moment, me demandant à quel moment mon avenir si soigneusement planifié était devenu si magnifiquement complexe. L'alliance pesait lourd à mon doigt alors que j'étais assise dans la bibliothèque privée de Nina, soi-disant en train de travailler sur ma dernière histoire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la petite cérémonie et James était opportunément parti pour un voyage d'affaires à Barcelone. La Fondation Morrison semblait satisfaite des photos et des documents de notre modeste mariage. Nina était assise en face de moi, faisant semblant de lire des manuscrits, mais je sentais son regard sur moi. La bibliothèque, un penthouse reconverti au centre-ville de Chattanooga, était devenue notre sanctuaire. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur le fleuve Tennessee, mais ces derniers temps, je me surprenais à la regarder elle plutôt que le coucher du soleil. Ton écriture a changé, dit-elle, brisant notre silence confortable. C'est plus brut. Elle brandit ma dernière soumission à l'atelier, les pages couvertes de son écriture élégante. Peut-être que je suis enfin honnête, répondis-je en pensant à la protagoniste de l'histoire, une femme prise entre le devoir et le désir. Les yeux de Nina rencontrèrent les miens, comprenant le sous-entendu. L'espace entre nous crépitait de tension jusqu'à ce qu'elle se lève brusquement pour se diriger vers la fenêtre. Lis-moi ton passage préféré, demanda-t-elle, le dos tourné. Je commençai à lire, ma voix s'affermissant à chaque mot. L'histoire parlait de 2 femmes se rencontrant dans une bibliothèque très semblable à celle-ci, leurs sentiments cachés derrière des discussions sur la littérature et les métaphores. Pendant ma lecture, Nina se rapprocha, sa présence faisant vaciller ma voix. Tu écris sur nous, murmura-t-elle quand j'eus fini. J'écris sur ce qui pourrait être, la corrigeai-je. Mais ses mains étaient dans la maison mais dans mes cheveux, et nous nous embrassions comme si le temps nous était compté. Les pages du manuscrit s'éparpillèrent sur le sol alors qu'elle me pressait contre la bibliothèque, et pour une fois, je n'ai pas pensé à les ranger. Le moment fut interrompu par la sonnerie de mon téléphone. James m'avertissait que la représentante de la fondation prévoyait une visite surprise pour vérifier notre bonheur conjugal. Nous nous séparâmes brusquement, la réalité de ma situation me rattrapant. Pendant l'atelier de la semaine, j'avais à peine pu me concentrer. Chaque critique que je faisais était distraite. Chaque commentaire était teinté du souvenir des lèvres de Nina.
Les autres participants remarquèrent la tension entre nous, échangeant des regards entendus lorsque nos yeux se croisaient trop longtemps. James appela de nouveau, cette fois avec une pointe d'inquiétude dans la voix. La représentante de la fondation a posé des questions en ville, m'avertit-il. Il faut qu'on soit plus prudent. Mais la prudence devenait impossible. Mon écriture se déversait en scènes désespérées et passionnées qui dissimulaient à peine leur inspiration. Les critiques de Nina devinrent de plus en plus personnelles. Ses notes en marge se lisaient comme des lettres d'amour déguisées en analyse littéraire. Un soir, alors que le tonnerre grondait à l'extérieur du manoir victorien, nous sommes restés tard après l'atelier. Votre protagoniste doit faire un choix, dit Nina, ses doigts traçant les mots sur la page. Elle ne peut pas vivre dans l'incertitude éternellement. Et si elle a peur de choisir? Demandai-je, regardant un éclair illuminer son profil. Alors elle doit décider ce qui compte le plus, la sécurité ou l'authenticité. La main de Nina trouva la mienne dans la pénombre. Le contact était électrique, dangereux. Plus tard dans la nuit, dans l'intimité de sa bibliothèque, nous avons oublié les choix et les conséquences. La tempête faisait rage dehors, tandis que nous créions notre propre orage caché parmi les livres qui nous avaient réunis. C'était imprudent, parfait et terrifiant. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot de James sur mon bureau au travail. La représentante de la fondation passe demain. Il faut que l'appartement ait l'air habité. Ces mots me nouèrent l'estomac. Je levai les yeux et vis Nina dans le bureau de son père de l'autre côté du couloir, nos regards se croisant à travers la vitre. Elle articula ce qui ressemblait à « Je suis désolée » avant de se détourner. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, fixant un document vierge. Pour la première fois depuis ma rencontre avec Nina, les mots me manquaient. Comment pouvais-je écrire sur la vérité en vivant un mensonge? Comment pouvais-je créer des histoires authentiques en cachant mon cœur? Le curseur clignotait, accusateur, tandis que la pluie tapotait contre ma fenêtre, chaque goutte un rappel de moments volés dans des bibliothèques et des manoirs victoriens. Mon téléphone s'alluma, un texto de Nina. Viens, s'il te plaît. 3 simples mots qui contenaient tant de complexité. J'ai attrapé mes clés, sachant que j'allais tout compliquer davantage, mais parfois, réalisai-je, les meilleures histoires sont celles qui nous effraient le plus à écrire. La visite de la représentante de la fondation se déroula assez bien grâce à l'attention méticuleuse de James aux détails. Des photos stratégiquement placées, du courrier avec nos 2 noms, même ses articles de toilette dans la salle de bain, bien qu'il n'y ait jamais passé une seule nuit. J'avais l'impression de vivre dans une mise en scène, un accessoire dans ma propre vie. Mais rien n'aurait pu me préparer à la nouvelle qui explosa lors de la réunion de direction du lendemain matin chez Robinson Publishing. Le père de Nina, Charles Robinson, se tenait en bout de table, rayonnant. J'ai le plaisir de vous annoncer les fiançailles maquillées de ma fille avec Marcus Sterling du Sterling Media Group. Le monde bascula. Nina était assise à côté de son père, son visage un masque parfait de sang-froid, mais je vis ses mains trembler sous la table. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne les yeux. Le bleu de ses iris orageux, de mots non dits. La fusion sera annoncée lors du gala d'entreprise la semaine prochaine, continua Charles, inconscient de la tension qui crépitait dans la pièce. Nina et Marcus seront le visage de notre avenir commun. Je m'excusai, atteignant à peine les toilettes avant que mon petit déjeuner ne menace de refaire surface. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et le reflet de Nina apparut dans le miroir derrière moi. « Tu allais me le dire ?» demandai-je, détestant le craquement dans ma voix. « Je l'ai appris hier soir », murmura-t-elle, vérifiant qu'il n'y avait personne dans les cabines. Papa a tout arrangé. La fusion, le mariage, c'est un seul et même paquet bien ficelé. Le gala d'entreprise arriva trop vite, transformant le centre de convention de Chattanooga en une vitrine étincelante de richesse et de pouvoir. Je me tenais près du bar, regardant Nina naviguer dans la foule avec une grâce étudiée, la main de Marcus Sterling possessivement posée sur sa taille. James apparut à mon coude, son propre malaise évident. « La représentante de la fondation Zella » murmura-t-il. « On doit avoir l'air crédible ?» Nous avons dansé, ma tête sur son épaule, pendant que je regardais Nina et Marcus faire de même de l'autre côté de la salle. L'ironie de nos performances parallèles ne m'échappait pas. La soirée prit une tournure inattendue lorsque la représentante de la fondation, Madame Harrison, me coinça près des toilettes pour dames. « Madame White, la demande de visa de votre mari semble comporter quelques incohérences. » Mon cœur s'arrêta.
Des incohérences? Oui, notamment concernant son historique de résidence. Son sourire était celui d'un requin. Peut-être pourrions-nous en discuter lors d'un déjeuner la semaine prochaine? J'étais encore en train de digérer cette menace lorsque le père de Nina fit teinter son verre pour attirer l'attention. Alors qu'il parlait d'héritages familiaux et d'avenir d'entreprise, Nina croisa mon regard. Elle était belle et piégée, comme un oiseau rare dans une cage dorée. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Au milieu du discours de son père, elle sortit sur le balcon. Sans réfléchir, je la suivis. Je ne peux pas respirer là-dedans, dit-elle alors que j'approchais, ses jointures blanches sur la balustrade. Nina, commençai-je, mais elle se tourna et m'embrassa, désespérée et imprudente. Derrière nous, la fête continuait, séparée seulement par des portes vitrées et de lourds rideaux. Tiens, tiens, voilà qui est intéressant. La voix de Marcus Sterling trancha notre moment comme un couteau. Nous nous séparâmes d'un bond. Marcus nous regarda tour à tour, son expression plus calculatrice que colérique. Je suppose que cela explique certaines choses, dit-il calmement. Ne vous inquiétez pas, votre secret est en sécurité avec moi. J'ai mes propres raisons de vouloir cette fusion. Avant que l'une de nous puisse répondre, la voix de Charles Robinson retentit depuis l'embrasure de la porte. Nina, Marcus, les photographes attendent. Nina me serra la main une fois avant de s'éloigner, son masque de sang-froid se remettant en place. Je la regardai partir, sentant le poids de nos deux faux fiançailles peser sur moi comme du plomb. Plus tard dans la nuit, seule dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à écrire. Les mots se déversèrent, une histoire de masques et de miroirs sur les reflets que nous montrons au monde et les vérités que nous cachons derrière. Dehors, les lumières de la ville se brouillaient à travers mes larmes, chacune un rappel de la complexité du chemin vers l'authenticité. Mon téléphone vibra. Un texto de Nina. Retrouve-moi demain, tôt, l'endroit habituel. Et en dessous, un autre de Madame Harrison. Le déjeuner est fixé, c'est fixé à mardi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et je fixai les deux messages, me sentant comme un personnage de mes propres histoires, à la croisée des chemins entre tout ce que je croyais désirer et tout ce dont je savais avoir besoin. L'aube n'avait pas encore percé sur Chattanooga quand j'arrivai à la bibliothèque de Nina. Elle était déjà là, arpentant les allées entre les étagères, ses cheveux blonds en désordre, comme si elle y avait passé ses mains toute la nuit. Je ne peux pas le faire, dit-elle dès que je refermai la porte. Je ne peux pas épouser Marcus. Et la fusion? Demandai-je, gardant mes distances malgré l'instinct qui me poussait vers elle. Au diable, la fusion! Elle cessa de marcher, me fixant de ses yeux bleus intenses. Et ta bourse d'études? Es-tu prête à y renoncer? La question flotta entre nous, presque palpable. Dehors, la ville s'éveillait, inconsciente du drame qui se jouait dans cette tour de livres et de secrets. J'ai écrit sur le courage, dis-je finalement en sortant mon dernier manuscrit. Sur le choix de la vérité plutôt que de la sécurité. Il est peut-être temps que j'écoute mes propres mots. Ce soir-là, l'atelier d'écriture était électrique. Nina menait la séance comme d'habitude, mais ses critiques avaient un double sens que moi seule pouvais comprendre. Nous discutions d'un texte sur un amour interdit quand Marcus Sterling apparut soudain dans l'embrasure de la porte. Ne vous interrompez pas pour moi, dit-il en se glissant sur une chaise vide. Sa présence changea instantanément la dynamique, remplissant la pièce de questions muettes. Après le cours, il m'approcha pendant que Nina était occupée avec d'autres étudiants. Vous savez, dit-il à voix basse, certains d'entre nous sont plus doués pour se cacher que d'autres. Mais tôt ou tard, la vérité exige d'être entendue. Avant que je puisse répondre, Nina nous rejoignit, son masque professionnel fermement en place. Marcus, je ne m'attendais pas à ce que tu t'intéresses à l'écriture créative. Je suis plein de surprises, ma chérie, répondit-il, mais ses yeux, en croisant les miens, semblaient contenir une lueur de compréhension. Le week-end suivant, Nina insista pour que nous participions à une retraite d'écriture dans les Smoky Mountains. L'isolement du chalet de montagne nous offrit un espace pour respirer, pour être nous-mêmes, loin des regards indiscrets. Pendant une séance de critique tard dans la nuit, alors que les autres écrivains somnolaient près de la cheminée, nous nous éclipsâmes dans sa cabine. « Lis-moi ce que tu as écrit aujourd'hui » murmura-t-elle, blottie contre moi sur le petit canapé. Je sortis mon carnet, lisant des mots, qui étaient en réalité une lettre d'amour déguisée en fiction. Quand j'eus fini, elle prit le carnet et ajouta ses propres mots dans les marges.
Plus des critiques, cette fois, mais des réponses, des confessions, des promesses. Le week-end devint notre bulle de réalité où nous pouvions imaginer un avenir différent. Mais le lundi arriva trop vite, ramenant avec lui les séances photos de fiançailles et les exigences de la bourse. James me rejoignit pour un café, l'air tout aussi troublé que moi. Antonio veut que je déménage à Barcelone, avoua-t-il. Je suis fatiguée de me cacher, moi aussi. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau du père de Nina, discutant soi-disant d'un manuscrit, quand il mentionna nonchalamment l'examen minutieux de mon mariage par la fondation. Curieux hasard, songeait-il, ces questions sur le statut du visa de James. Je sentis le piège se refermer, je vis dans les yeux calculateurs de Charles Robinson la même intelligence que sa fille, mais rien de sa chaleur. Il savait quelque chose, ou du moins, il se doutait de quelque chose. Nina me trouva plus tard dans la bibliothèque, tremblante de colère après sa dernière séance de préparation de mariage. Il contrôle chaque aspect de ma vie, dit-elle, en arpentant les rayons, la robe, le lieu, même les maudites fleurs. Alors ne le laisse pas faire, dis-je en attrapant sa main au passage. Nina, nous sommes des écrivains. Notre métier, c'est de dire la vérité. Elle s'arrêta, regardant nos mains jointes. Cette vérité pourrait te coûter tout ce pour quoi tu as travaillé. Peut-être que ça en vaut la peine. Les mots me surprirent moi-même en sortant. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Assise à mon bureau, j'écrivis scène après scène l'histoire de deux femmes choisissant l'authenticité plutôt que les attentes, le courage plutôt que le confort. Vers l'aube, Nina m'envoya un texto. Retrouve-moi à notre endroit, j'ai pris une décision. Le soleil se levait sur la rivière Tennessee lorsque je conduisis jusqu'à la bibliothèque, peignant la ville de nuances de possibilités et de promesses. Quelle que soit la décision de Nina, je réalisais que j'avais déjà pris la mienne. Certaines histoires exigent d'être racontées, quel qu'en soit le prix. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque, jetant de longues ombres sur le visage de Nina, tandis qu'elle faisait les 100 pas. Papa est au courant, dit-elle sans préambule. Pour nous, pour l'arrangement avec James, pour tout. Mon estomac se noua. Comment? C'est Marcus qui lui a dit. Elle eut un rire amer. Apparemment, le prix qu'il demandait pour garder notre secret était trop élevé au goût de papa. La fusion est annulée et maintenant il menace de révéler ta fraude à la Fondation pour la bourse. Je m'effondrai dans un fauteuil en cuir, mes jambes soudain incapables de me porter. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était sur le point d'être anéanti. Quelles sont ces conditions? Il veut que j'épouse quelqu'un d'autre, Bradley Thompson, de Thompson Publishing, et toi? Elle déglutit difficilement. Tu dois quitter Chattanooga. Il a arrangé un transfert au bureau de Seattle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, la ville continuait sa routine matinale, ignorant la façon dont mon monde s'écroulait. Je n'irai pas, dis-je enfin en me relevant. Je ne fuirai pas. Les yeux de Nina s'emplirent de larmes. Eleanor, il va détruire tout ce que tu as construit, la bourse, ta carrière, tout. Qu'il le fasse. Les mots sortirent plus fort que je ne me sentais. Je suis fatiguée de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais Charles Robinson agit plus vite que nous ne l'avions prévu. L'après-midi même, ma bourse était officiellement mise sous examen. Madame Harrison appela sa voix dégoulinant de désapprobation pour programmer une réunion d'urgence avec le conseil de la fondation. James me trouva dans la cuisine du bureau, le visage grave. Ils enquêtent sur mon visa maintenant, murmura-t-il. Eleanor, je suis vraiment désolée, mais je dois rentrer en Espagne. Antonio et moi. Vas-y, dis-je en le serrant fort dans mes bras. Sois heureux, je vais gérer ça. Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions et de menaces voilées. Le père de Nina observait depuis son bureau d'angle le déroulement de ses plans, tandis que Nina devenait de plus en plus distante, ensevelie sous des responsabilités accrues et des obligations familiales. Les ateliers d'écriture d'Anton devinrent une torture. Nina maintenait son attitude professionnelle, mais je pouvais voir la douleur derrière ses critiques. Lorsqu'elle lut mon dernier texte, une histoire à peine voilée de sacrifices et de pertes, sa voix se brisa légèrement sur le dernier paragraphe. Tard un soir, elle apparut à mon appartement, trempée par la pluie. « Je ne peux pas épouser Bradley, dit-elle, l'eau dégoulinant de ses cheveux. Je ne peux plus vivre ce mensonge. » Je la fis entrer, mais avant que je puisse parler, mon téléphone sonna. C'était la fondation. Ils suspendaient mon financement immédiatement, dans l'attente de l'enquête. Nina écouta pendant que je prenais l'appel, me regarda raccrocher avec des mains tremblantes. « Je vais arranger ça. »
promit-elle en tendant la main vers moi. Je reculai. Non, je dois l'arranger moi-même. Le lendemain matin, je soumis ma démission à Robinson Publishing. Nina me trouva en train de vider mon bureau, le visage pâle. Qu'est-ce que tu fais? J'écris ma propre fin, répondis-je en emballant mes manuscrits. Je me retire du programme. Eleanor, non, on peut se battre. Je vais parler à papa, lui faire comprendre. Ton père comprend parfaitement, l'interrompis-je. Il comprend que l'amour menace son contrôle, mais il ne comprend pas qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de tout perdre. Je quittai le bureau ce jour-là avec une boîte d'effets personnels et un cœur plein d'histoires non écrites. Nina me regarda m'éloigner depuis la fenêtre, sa main pressée contre la vitre. Ce soir-là, je m'assis à mon bureau et commençai à écrire. Pas sur la perte ou le sacrifice, mais sur le courage et la vérité, sur le choix de l'authenticité plutôt que l'approbation, de l'amour plutôt que la sécurité. Les mots ont coulé comme la pluie, lavant la peur et le doute. Vers minuit, mon téléphone s'illumina d'un texto de Nina. J'ai dit à papa qu'il ne pouvait plus me contrôler, il l'a mal pris. Je peux passer? Je fixai le message, mon curseur clignotant sur la page inachevée. Parfois, réalisai-je, les histoires les plus difficiles à écrire sont celles que nous vivons, mais ce sont aussi celles qui comptent le plus. 3 mois passèrent comme les pages d'un livre usé. J'avais trouvé du travail dans une petite librairie indépendante, passant mes soirées à écrire l'histoire qui brûlait en moi depuis le jour où j'avais rencontré Nina. Le manuscrit grandissait, alimenté par le café de minuit et les souvenirs de moments volés dans les bibliothèques. Puis vint l'email qui changea tout. Nina avait hérité du contrôle de la division fiction de Robinson Publishing, un coup de force orchestré, à ma grande surprise, par Marcus Sterling lui-même, comme son dernier pied de nez à l'empire de Charles Robinson. Il s'avère que Marcus a sa propre histoire d'amour secrète, me dit Nina autour d'un café à notre ancien repère, le Rembrandt. Il finance des projets littéraires LGBTQ+, sous un pseudonyme depuis des années. J'étais encore en train de digérer cette information quand un autre email arriva, celui-ci de Riverfront Press, en réponse au manuscrit que j'avais soumis des semaines auparavant. Il voulait publier mon livre. Ce n'est pas la seule offre que tu vas recevoir, dit Nina en faisant glisser une pile de papier sur la table. C'étaient des rapports d'acquisition de grandes non, maisons d'édition, toutes en train d'examiner mon manuscrit. Ça a fuité sur mon bureau, je ne sais comment. La conférence littéraire de Nashville arriva au moment parfait. Je devais prendre la parole dans un panel sur les voix authentiques de la fiction moderne, tandis que Nina représentait la nouvelle direction de Robinson Publishing en littérature contemporaine. Nous n'avions pas prévu de nous y rencontrer. Après tout ce qui s'était passé, nous avions gardé nos distances, communiquant par des textos prudents et des emails professionnels. Mais dans l'ascenseur bondé de l'hôtel, nous nous retrouvâmes seuls ensemble pour la première fois depuis des mois. Nos séances de critique me manquent, dit-elle doucement, sans me regarder. Il y a plus que ça qui me manque, répondis-je, regardant les numéros d'étages grimpés. L'ascenseur s'arrêta entre 2 étages, nous piégeant dans les limbes. Nina se mit à rire, un son à mi-chemin entre l'humour et l'hystérie. Bien sûr que ça devait arriver. Sous la faible lumière de secours, elle ressemblait exactement, mais c'est ce qu'elle était lors de ce premier atelier d'écriture. Puissante, belle et pourtant vulnérable. J'ai lu les manuscrits que tu as soumis à la division fiction, dit-elle. Tu ne te caches-pignes plus? Toi non plus, fis-je remarquer. Ces récentes décisions éditoriales avaient transformé le catalogue de Robinson Publishing, défendant des voix diverses et des récits non conventionnels. L'ascenseur reprit vie avec un bourdonnement, mais quelque chose avait changé entre nous. Ce soir-là, je la trouvai au bar de l'hôtel, en train de relire mon manuscrit. Cette scène, dit-elle en pointant une page cornée, c'est sur cette nuit à la bibliothèque, n'est-ce pas? Palan Vandetti. J'hochai la tête, regardant ses doigts tracer les mots que j'avais écrits sur nous, sur l'amour et le courage, et le choix de la vérité plutôt que de la sécurité. Papa fut furieux de la direction que je donne à l'entreprise, poursuivit-elle en fermant le manuscrit. Il a menacé de contester l'héritage. Tu es inquiète? Non. Elle sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. J'ai appris quelque chose de ton héroïne. Parfois, tout perdre est le seul moyen de gagner ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, mon panel se transforma en quelque chose d'inattendu. Au lieu de parler de technique, je me retrouvai à partager notre histoire.
Pas les détails, mais le cœur de celle-ci. Choisir l'authenticité plutôt que l'acceptation, écrire la vérité même quand elle vous coûte tout. Après, Nina me retrouva dans le jardin du centre de conférence. C'était tout un discours, dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur un banc de pierre. J'en ai fini de me cacher, répondis-je, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Nashville de nuances de possibilités. Elle prit ma main, nos doigts s'entrelaçant comme il l'avait fait tant de fois dans sa bibliothèque. J'ai reçu une autre offre pour ton livre, dit-elle, mais je ne peux pas être ton éditrice. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas être objective sur une histoire dont je fais partie. Elle se tourna complètement vers moi. Je ne peux pas être ton éditrice, Eleanor, mais je peux être autre chose. L'air du soir était chaud et plein de promesses alors qu'elle se penchait, ses lèvres trouvant les miennes comme un retour à la maison. Derrière nous, la conférence continuait, pleine d'histoires attendant d'être racontées. Mais celle-ci, la nôtre, s'écrivait enfin comme elle l'avait toujours dû. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai le dernier chapitre de mon manuscrit. Parfois, réalisai-je, les meilleures histoires sont celles qui s'écrivent d'elles-mêmes quand on a le courage de les laisser faire. Le gala annuel de la Fondation Morrison n'était pas l'endroit où j'avais prévu de prendre position, mais parfois la vie écrit de meilleures intrigues que nous. Je me tenais au pupitre, face à une salle remplie de donateurs conservateurs et de membres du conseil, mon discours préparé, abandonné dans ma poche. Je suis ici pour refuser la bourse d'études, commençai-je, ma voix stable malgré les murmures qui parcouraient la foule. Non pas parce que je ne valorise pas l'éducation, mais parce que je valorise davantage la vérité. Le visage de Madame Harrison prit une intéressante teinte de violet tandis que je continuais. L'histoire que vous vouliez que je vive n'était pas la mienne. Le mariage que vous exigiez était aussi fictif que n'importe quel roman. Et bien que je comprenne l'engagement de la Fondation envers les valeurs traditionnelles, je me dois d'être fidèle aux miennes. Au fond de la salle, Nina se tenait debout, me regardant, sa présence me donnant de la force. Nous n'avions pas planifié cela ensemble. Elle n'avait appris ma décision de parler qu'en recevant l'invitation à l'événement en tant que nouvelle directrice de la division fiction de Robinson Publishing. L'écriture, c'est la vérité, dis-je, faisant écho aux paroles de Nina de ce premier atelier il y a si longtemps. Et la vérité, c'est que j'ai vécu un mensonge pour poursuivre un rêve, pour finalement réaliser que le rêve lui-même était faux. Pas l'écriture, jamais l'écriture, mais le compromis sur qui je suis pour y parvenir. Le silence dans la salle était assourdissant. Puis, quelque part au milieu, Marcus Sterling se leva et commença à applaudir. D'autres se joignirent à lui, hésitant d'abord, puis avec un enthousiasme croissant. Pas tout le monde, bien sûr. Madame Harrison et ses alliés de la vieille garde restèrent assis, leur désapprobation palpable. Plus tard, au bar de l'hôtel, Nina me trouva en train de siroter un whisky. C'était toute une performance, dit-elle en se glissant sur le tabouret à côté de moi. Papa est dans tous ses états. Comment Charles prend-il tout ça? Demandai-je, pensant au changement qu'elle avait opéré chez Robinson Publishing. Il a essayé de contester mon contrôle sur la division fiction ce matin, dit-elle en commandant son propre verre. Le conseil a voté contre lui. Il s'avère que la diversité se vend mieux que la tradition de nos jours. Nous partageâmes un sourire, nous remémorant le chemin parcouru depuis ses premiers ateliers. Le barman fit glisser le martini de Nina sur le comptoir et elle le leva pour trinquer à l'écriture de nos propres histoires. Le lendemain matin, je me réveillais avec un téléphone inondé de notifications. Quelqu'un avait fait fuiter un enregistrement de mon discours et il était devenu viral dans les cercles littéraires. Ma boîte de réception était pleine de messages, certains de soutien, d'autres moins, et plusieurs d'éditeurs intéressés par ma voix authentique. Nina appela alors que je triais les emails. Tu as vu les dernières nouvelles? Dernières nouvelles, c'était quelle partie? Ton discours est dans Publishers Weekly. Il parle d'un moment décisif dans le débat sur le soutien institutionnel aux voix diverses en littérature. Je ris, pensant à quel point tout cela était surréaliste. Je voulais juste dire la vérité. Parfois, c'est tout ce qu'il faut, dit-elle doucement. Au fait, papa veut nous voir. Le bureau de Charles Robinson semblait plus petit que dans mon souvenir. Il était assis derrière son bureau, l'air plus âgé et moins intimidant qu'auparavant. J'ai lu votre manuscrit, dit-il, nous surprenant toutes les deux. C'est captivant.
L'histoire de deux femmes qui trouvent leur leur voix dans un monde qui veut les réduire au silence. Il marqua une pause, nous regardant tour à tour. C'est sur vous deux, n'est-ce pas? Andy, passez-y. Nina prit ma main, sa prise ferme. Oui, c'est bien ça. Il resta silencieux un long moment, puis soupira. Le monde change, il est peut-être temps que je change aussi. Ce soir-là, Nina et moi marchions le long de la rivière, digérant les événements de la journée. Le soleil se couchait sur la rivière Tennessee, peignant le zoo de nuances d'or et de promesses. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, regardant d'un bateau dérivé. Maintenant, sourit-elle en m'attirant près d'elle, nous écrivons notre prochain chapitre, ensemble. Plus tard, dans le calme de sa bibliothèque, j'ouvris mon ordinateur pour commencer une nouvelle histoire. Mais d'abord, j'envoyai un dernier email à la Fondation Morrison, me retirant formellement de leur programme. En cliquant sur Envoyer, je me sentis plus légère, plus libre, plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Nina se pencha par-dessus mon épaule, lisant tandis que je tapais les premiers mots de notre nouveau commencement. Dehors, Chattanooga scintillait dans l'obscurité, une ville d'histoire attendant d'être racontée. Et pour la première fois, j'étais prête à raconter la mienne, notre histoire, exactement comme elle devait être écrite. Mon livre est arrivé en librairie par un matin d'automne frais. Nina et moi étions devant la vitrine de la librairie du centre-ville, regardant les gens s'arrêter pour regarder la couverture, un design minimaliste représentant les silhouettes de deux femmes parmi des étagères de bibliothèque. Le prix des rêves, par Eleanor White, lut Nina à voix haute en me serrant la main. La matière d'un best-seller, si tu veux mon avis. Elle n'avait pas tort. Les premières critiques avaient été dithyrambiques, louant le portrait honnête du roman sur l'amour, l'authenticité et le courage de choisir la vérité plutôt que la sécurité. Même Charles Robinson avait dû admettre que la publicité était bonne pour l'entreprise, bien qu'il ait refusé d'enchérir sur les droits de publication. Ça aurait été un peu gênant, avait dit mon Nina, que mon père publie notre histoire d'amour. À la place, elle avait été bien occupée avec sa propre révolution chez Robinson Publishing. La nouvelle collection inclusive qu'elle avait lancée, True Voice Press, attirait l'attention de toute l'industrie. Marcus Sterling, qui dirigeait maintenant sa propre fondation littéraire LGBTQ+, était devenu un allié et un ami inattendu. Tu te souviens de notre premier atelier? Demandai-je alors que nous entrions dans la librairie pour ma première séance de dédicace. Quand tu m'as dit que je me cachais derrière des métaphores prudentes. Et regarde-toi maintenant, sourit-elle en désignant la file de lecteurs qui se formait déjà. Tu ne te caches que plus? La dédicace fut un tourbillon de visages et de conversations, chaque lecteur partageant sa propre histoire sur le courage d'être soi-même. Une jeune femme serra le livre contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Votre histoire m'a donné de l'espoir, murmura-t-elle. Je vis encore mon mensonge, mais un jour... Nina, qui observait depuis un coin, croisa mon regard et hocha la tête. Nous comprenions toutes deux les deux que cela nous dépassait maintenant. Ce soir-là, nous avons célébré dans notre nouvel appartement avec vue sur la rivière. Les murs étaient tapissés de bibliothèques, un mélange parfait de nos deux collections. Mon vieux bureau d'écriture était dans un coin où j'avais déjà commencé à travailler sur mon deuxième roman. J'ai quelque chose à te montrer? Dit Nina en sortant un dossier. À l'intérieur se trouvaient des soumissions pour True Voice Press, des histoires d'amour, de courage et d'authenticité, de voix trop longtemps réduites au silence. Nous faisons une différence, dis-je en feuilletant les manuscrits. C'est toi qui as fait le premier pas? Me rappela-t-elle. Ce discours au gala de la Fondation a ouvert des portes pour d'autres. James et Antonio avaient envoyé du champagne de Barcelone, où ils s'étaient enfin mariés lors d'une petite cérémonie au bord de la mer. Les bouteilles étaient au frais pendant que Nina préparait le dîner. Elle s'était découvert une passion pour l'art culinaire en parallèle de sa révolution éditoriale. J'ai reçu une autre lettre de Madame Harrison. J'ai parlé à Harrison aujourd'hui, mentionnai-je en mettant la table. La Fondation reconsidère ses critères pour les futures bourses. Nina s'arrêta de cuisiner. Parfois, le changement vient de là où on ne l'attend pas. Après le dîner, nous nous tenions sur notre balcon, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. La soirée de lancement de mon livre était prévue pour le week-end, une célébration conjointe avec l'annonce officielle des premières publications de True Voice Press. Emménage avec moi?
dit soudain Nina, bien que nous vivions déjà pratiquement ensemble depuis des mois. Je croyais que c'était déjà le cas, ris-je, en désignant mes cartons encore éparpillés dans l'appartement. Non, officiellement. Arrêtons de faire semblant d'avoir besoin de deux adresses distinctes. Je me tournai vers elle, me remémorant tous les moments qui nous avaient été menés jusqu'ici. Les séances de critique qui se muaient en confession, les baisers volés dans les bibliothèques, le courage de choisir l'amour plutôt que la sécurité. Oui, dis-je simplement avant de l'embrasser sous les étoiles du Tennessee. Plus tard cette nuit-là, assise à mon bureau, j'ajoutais un nouveau chapitre à ma vie tandis que Nina dormait tout près. Les mots coulaient d'os tous cold source maintenant. Fini de me cacher derrière les métaphores ou les distances de sécurité. Dehors, Chattanooga vibrait de sa vie nocturne et de ses promesses. Mon téléphone vibra, c'était un message de Marcus, prêt à prononcer le discours d'ouverture de la conférence sur la liberté littéraire le mois prochain. Je regardais la silhouette paisible de Nina, puis de nouveau mon écran, où mon prochain roman prenait forme. Une autre histoire de courage, d'amour, sur l'art de trouver sa voie et de s'en servir. Prête, tapais-je en retour, et je le pensais dans tous les sens du terme. Un an plus tard, je me tenais dans le manoir victorien familier où tout avait commencé, face à un nouveau groupe d'aspirants écrivains. Les planchers de bois craquaient toujours sous mes pieds, mais à présent, c'était moi qui dirigeais l'atelier, aidant les autres à trouver leur voix authentique. Écrire, ce n'est pas une question de perfection, dis-je, reprenant les mots de Nina de cette toute première nuit. C'est une question de vérité. Mon deuxième roman devait sortir le mois suivant et les critiques en avant-première le qualifiaient déjà de plus puissant encore que le premier. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de mon succès. Il s'agissait de ces visages pleins d'attentes levés vers moi, chacun porteur d'histoire, qui ne demandait qu'à être raconté. Nina apparut dans l'embrasure de la porte, pile au bon moment. Elle avait l'habitude de passer à mes ateliers, prétendant dénicher de nouveaux talents pour True Voice Press, mais nous savions tous les deux qu'elle adorait simplement me regarder enseigner. Sa présence faisait encore battre mon cœur plus vite, même après tout ce temps. Raconte-leur la scène de la bibliothèque, suggéra-t-elle, faisant rire la classe. Notre histoire était devenue une sorte de légende dans les cercles littéraires de Chattanooga. Après le cours, nous marchâmes dans le jardin du manoir, où les fleurs de printemps commençaient tout juste à éclore. Le même banc où nous avions partagé notre première vraie conversation se tenait toujours sous le vieux chêne. J'ai quelque chose à te montrer, dit Nina en m'entraînant vers l'aile de la bibliothèque. Elle avait été mystérieusement occupée ces derniers temps, affirmant qu'il s'agissait d'un projet surprise pour True Voice Press. La bibliothèque avait été transformée. De nouvelles étagères tapissaient les murs, remplis de livres aux voix et perspectives diverses. Une plaque près de l'entrée indiquait le centre d'écriture Eleanor White où chaque histoire compte. Le conseil d'administration l'a approuvé ce matin, dit Nina en observant ma réaction. Ce sera un espace sûr pour que les écrivains trouvent leur voix courte et guidée. Peu importe qui ils sont ou qui ils aiment. Je suivis du doigt les lettres de mon nom, me souvenant de tous les moments qui nous avaient menés jusqu'ici. Le faux mariage, la bourse, le courage de choisir enfin la vérité plutôt que les attentes. À la surprise générale, Charles Robinson était venu pour l'inauguration. Il se tenait maintenant sur le seuil, l'air presque fier. Vous deux, vous avez changé cet endroit, dit-il simplement, pour le meilleur. Ce soir-là, nous organisions une petite fête dans notre appartement. James et Antonio étaient venus de Barcelone, Marcus était là avec son partenaire, et même Madame Harrison avait fait une apparition, devenue une avocate inattendue du changement au sein de la fondation. Au nouveau départ, porta Marcus en levant son verre. Plus tard, après le départ de nos invités, Nina et moi nous tenions sur notre balcon à regarder les étoiles au-dessus de la rivière Tennessee. Le manuscrit de mon troisième livre était ouvert sur mon bureau, son titre provisoire brillant sur l'écran. L'atelier d'écriture. Tu regrettes parfois, demanda doucement Nina, d'avoir renoncé à la bourse? Je la serrai contre moi, pensant à tout ce que nous avions gagné en perdant ce que nous pensions nécessaire. Jamais. Certains rêves coûtent trop cher et d'autres, je l'embrassai tendrement. D'autres valent tout, valent tout, boss. Le lendemain matin, je retournai au centre d'écriture de bonne heure.
Une jeune écrivaine était assise dans un coin, griffonnant dans son carnet avec la même intensité que j'avais ressentie autrefois, cachée derrière de prudentes métaphores. De quoi parle votre histoire demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. Elle leva les yeux, d'abord hésitante, puis se redressa avec une confiance grandissante. Ça parle du courage d'être soi-même. Je souris, me souvenant de mon propre parcours. Ce sont les meilleures histoires. Nina nous trouva là un peu plus tard, en pleine discussion sur la voix et l'authenticité. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, nous observant avec ce sourire qui faisait encore s'emballer mon cœur. Prête pour le déjeuner demanda-t-elle. Je rassemblai mes affaires, pressant l'épaule de la jeune écrivaine en signe d'encouragement. Alors que nous sortions sous le soleil de Chattanooga, je songeais que les histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles s'écoulent simplement vers de nouveaux chapitres, chacun plus riche que le précédent. À quoi tu penses demanda Nina alors que nous marchions main dans la main le long de la rivière. Je pense que certaines histoires d'amour valent la peine d'être écrites, répondis-je, même quand elles semblent impossibles au début. Elle se mit à rire et le son de sa voix se propagea sur l'eau slow comme une mélodie. Surtout à ce moment-là,